Voilà, donc c'est pas votre premier festival, vous y étiez déjà l'an dernier, donc j'ai pas besoin trop de vous expliquer de quoi il s'agit. Hein. Derrière le mot de festival, en fait, il s'agit pour nous d'attirer l'attention sur des films qui ne sont pas encore sortis dans les salles, qui vont sortir dans les 6 mois qui viennent, et qui nous paraissent particulièrement intéressants du point de vue, du point de vue de la création cinématographique, c'est-à-dire des films qui ont une ambition, qui ont une personnalité, qui ne se ressemblent pas du tout les uns les autres, et qu'on veut montrer avant leur sortie, pour qu'ils aient plus de chances d'être vus quand ils sortiront. On les montre d'abord à des exploitants, hein, c'est-à-dire à des gens qui s'occupent de salles de cinéma dans le grand sud de la France, disons. La majorité viennent de là. Il y a à peu près 200 salles de cinéma qui sont représentées au festival et qui visionnent comme ça des films, qui les découvrent. Et puis un public de cinéphiles de tous âges, qui va des lycéens, pas au-dessous parce qu'il n'y a pas de film pour les enfants, hein, dans la programmation vraiment, mais des lycéens à tous les cinéphiles les plus chevronnés. Voilà, donc la sélection, elle se fait à partir de films qui ont des distributeurs, c'est-à-dire qu'il y a déjà cette société, ce sont des petites entreprises, des plus ou moins grandes, qui se chargent de louer les films aux exploitants. Donc ces films seront distribués et notre rôle, en partenariat avec ces distributeurs, c'est d'attirer l'attention sur eux. Voilà. Alors le choix, il se fait, il y a quand même 56 films qui sont proposés en 4 jours, c'est énorme. Hein. Évidemment, on ne peut en voir que quelques-uns là-dedans. Ces 56 films... dans ces 56 films, c'est assez frappant cette année, c'est important je crois, il y a 24 titres qui sont des premiers films de fiction, c'est-à-dire des jeunes réalisateurs, ou réalisatrices d'ailleurs, qui font là leur premier film de fiction qui va sortir en salle. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'il ne s'agit pas simplement de montrer des films de cinéastes chevronnés, reconnus, sinon connus de tout le monde, mais reconnus en tout cas, mais aussi de cinéastes qui rentrent là-dedans, et qui seront peut-être demain les Polanski, les Piala, ou les grands cinéastes que nous connaissons. Voilà, donc sur les nationalités des films, là aussi c'est très ouvert sur le monde entier. Bien sûr, il y a une majorité de films français, pour des raisons évidentes. D'abord, c'est plus facile d'avoir les réalisateurs français que ceux qui viennent de pays lointains, mais aussi parce qu'il y a en France une aide à la production et à la création qui favorise l'émergence de beaucoup de films et de films nouveaux. Et il y a quand même une petite trentaine de films qui sont des productions, des coproductions avec des pays étrangers, d'Europe, mais aussi du monde entier. Donc il y a une vraie diversité, et dans les 2 jours dont nous nous occupons, qui sont le jeudi et le vendredi pour vous, jour de classe, vous avez vraiment le choix dans ce domaine-là. Voilà, alors dans ce programme-là, donc, à côté des jeunes cinéastes, il y a des cinéastes qui ont déjà... qui sont certains au terme de leur carrière même, comme au terme, on souhaite longtemps encore, mais leur œuvre est essentiellement derrière eux, même s'il y a des films à venir, comme Roman Polanski ou d'autres, mais nous avons des cinéastes très connus, Robert Guédiguian, Naomi Kawase pour le Japon. Quand je dis très connus, c'est tout le paradoxe de l'art et essai. Hein. C'est quand on dit connu, mais connu de qui, évidemment? Connu des gens, d'abord, qui, quand ils vont voir un film, savent qu'il est réalisé par quelqu'un, et par une équipe, bien sûr, et qu'il y a des comédiens. Mais pour qu'il y ait un film, c'est pas seulement des comédiens, ou un pitch, un sujet, c'est quelqu'un qui le fait. Donc, pour ces gens-là, ces cinéastes-là sont des cinéastes connus et reconnus. Et on est très, très fiers de montrer leurs nouveaux films. Hein, il y a Mohamed Saleh Haroun, qui est un grand cinéaste tchadien. Il y a Jean-Claude Brissot, qui est un cinéaste dont l'essentiel de l'œuvre est derrière lui maintenant, qui est assez âgé. Et un nouveau film assez étonnant de lui. Il y a Anne Fontaine, il y a Denis Gerbrandt, qui est un grand documentariste. Il y a Xavier Beauvois, qui commence à avoir une œuvre consistante, à la fois comme comédien, mais aussi comme cinéaste. Bon, voilà, je ne les cite pas tous, mais il y a toute cette diversité.
Voilà. Donc écoutez, moi je suis prêt à répondre à vos questions sur des films. Vous avez vu déjà un petit peu la liste. Bon, la liste ne parle pas, puisque, comme pour moi, certains noms, vous les découvrez. Les premiers films, on ne connaissait pas forcément, sauf si on avait vu les courts-métrages, on ne connaissait pas le nom de réalisateur ni rien. Donc j'ai découvert des films, et pour vous, ces titres ne parlent pas. Donc je peux vous apporter quelques précisions pour que vous puissiez faire vos choix prioritaires, sachant que cette année, moi je serai spectateur, j'ai tout vu, bon, mais je serai spectateur, je serai souvent embêté parce que c'est vrai qu'il y a 2, 3, 4 films en même temps que j'aurais également envie de voir. Donc ça va être un peu la loterie, et puis dites-vous que ces films-là, de toute façon, vous pouvez les repérer pour les voir quand ils sortiront en salle, puisque tout ne se passe pas au festival. Ce n'est que pour lancer un petit peu le processus de découverte. Essayez de voir. On commence, on y va dans l'ordre. Il y a l'ouverture d'abord. La soirée d'ouverture, vous la faites le mercredi soir. Ceux qui le souhaitent, oui. Ceux qui le souhaitent, vous aurez tort de vous en priver. Alors là, c'est un de nos cinéastes français connus, une grande figure du cinéma indépendant, Robert Guédiguian, qui est cinéaste pas seulement de Marseille, mais enfin, dont vraiment l'univers et l'imaginaire tournent autour de l'Estac de Marseille, de la ville de Marseille, de son histoire. Voilà, donc ça s'appelle La Villa. Comment vous présenter un film? C'est le problème d'ailleurs, c'est que présenter un film vraiment intéressant, c'est difficile de le faire en 3 ou 4 mots, pas en vous racontant l'histoire, mais même en vous donnant le sujet. Je peux vous dire un peu comment c'est. C'est un film qui est une sorte de petit théâtre où divers personnages, là, font le bilan un peu de leur vie, de tous les âges, au moment où ils sont, à Marseille, au bord de la mer, dans les Calanques, auprès du père qui est vieillissant et très malade. Et donc c'est à la fois un retour sur des vies, un regard sur le monde d'aujourd'hui et ce qu'il devient. C'est une adaptation, c'est même pas une adaptation, c'est inspiré un peu d'une pièce de Tchekhov qui s'appelle La Cerisée. Peut-être que certains connaissent Tchekhov et son théâtre. Il y a cette mélancolie, mais c'est quand même Tchekhov revu par Guédiguian et par Marseille et par le Midi. Et c'est un film vraiment d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a en toile de fond, en toile de fond, il y a la ville de Marseille, mais il y a aussi les patrouilles qui essaient de retrouver les migrants qui se sont naufragés en mer et qui arrivent clandestins. Donc vous voyez, c'est pas un film militant, mais c'est un film qui a un vrai regard sur le monde d'aujourd'hui, sur les responsabilités de chacun, les bilans de chacun et tout ça. Voilà, je vous dis comment je l'ai reçu. C'est un film extrêmement émouvant. C'est pas du cinéma réaliste, c'est pas du cinéma c'est pas, comment dire, c'est pas naturaliste, mais ça parle de la réalité. Il y a une dimension un peu de théâtre, c'est-à-dire de personnages que l'on retrouve là-dedans à travers le cinéma de Guédiguian, mais en même temps il nous parle tellement de la réalité que c'est extrêmement bouleversant. Voilà, avec tous les comédiens de sa troupe, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin et Anaïs de Moussetier, qui n'est pas une nouvelle venue chez lui, c'est la 2e fois je crois, mais voilà, donc La Villa, Robert Guédiguian sera là, et avec, je pense, un certain nombre de ses comédiens et comédiennes pour l'ouverture. Alors, le jeudi, 3 films à choisir. Alors, oui, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, on a dans la programmation des 56 films, il y a 7 films qu'on appelle des documentaires. Vous avez souvent travaillé et réfléchi là-dessus, je pense. Ça ne veut pas dire grand-chose, le mot documentaire. Disons que ce n'est pas des films de fiction joués par des acteurs. Voilà. Mais à part ça, ils sont extrêmement différents les uns des autres. Par exemple, Sans adieu, ce sera un film unique puisque son réalisateur, Christophe Agou, malheureusement, est décédé à 45 ans. C'était un grand photographe, révélé au début des années 2000. D'abord un photographe, il n'avait pas fait de cinéma, sauf, à titre personnel, il avait filmé avec sa caméra dans sa région natale, le monde paysan, dans des personnes. Il avait filmé des personnes, des personnages, dans leur vie, dans leur quotidien et dans leur rapport. Et aussi, on retrouve le thème de la villa, un monde qui change, à des choses qui disparaissent, à des menaces qui se profilent, à l'âge, à beaucoup de choses. Et il a fait donc un montage
sur une durée à travers tous ces éléments qu'il avait filmés au départ sans avoir forcément l'intention d'en faire un film. C'est un très très beau documentaire qui avait été présenté à Cannes, à Acide, en sélection, qui avait vraiment frappé tous les spectateurs. Voilà, donc le réalisateur évidemment n'est pas là, et c'est le producteur du film qui a participé à l'achèvement du montage, Pierre Vinour, qui le présentera. Voilà, ça c'est donc le premier film. Alors en même temps, on peut voir un premier film algérien, d'un cinéaste algérien, En attendant les hirondelles, qui doit sortir en mi-novembre, je crois. Voilà, et qui est là une chronique à travers 3 personnages, une chronique de l'Algérie d'aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, on ne commence pas par des films de genre, hein, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de films d'aventure, il n'y a pas de grand film sentimental. On commence sur des propositions, je dirais, pas radicales au sens difficile, mais certainement pas commerciales au sens de ce qu'on pourrait attendre quand on va souvent au cinéma. Et un troisième film qui est très beau, qui est un film allemand coproduit avec la Bulgarie, qui s'appelle Western. Western, c'est produit par la cinéaste Marinade, allemande. C'est l'histoire de travail. Alors c'est un film sur l'Europe, là, sur l'Europe et sur les travailleurs qui vont d'un pays à l'autre, puisque ce sont des ouvriers allemands qui partent sur un chantier en Bulgarie. Et le film est la chronique de cette expérience-là. Ça s'appelle western parce que comme dans les westerns, vous savez, il y a la ville, il y a le territoire, il y a les étrangers, et il y a souvent des problèmes de coexistence, d'intégration et de rapport. Et donc le film joue un peu là-dessus, à la fois une chronique sociale et politique, et des portraits de personnages confrontés à un univers différent de celui peut-être qu'ils espéraient quand ils sont partis là-bas, et en même temps une espèce de variation sur ces thèmes archétypaux du western, hein, c'est-à-dire une communauté et des étrangers. C'est un très très beau film qui était sélectionné d'ailleurs à un certain regard à Cannes également. Voilà, donc vous avez le choix là entre un documentaire très émouvant et avec des personnages formidables, Sans adieu, En attendant les hirondelles, qui réfléchit sur le devenir du Maghreb et de l'Algérie, et Western, qui est un film sur le marché du travail et l'Europe, à l'échelle européenne, et ces réalités que l'on découvre comme ça. Alors après quoi, vous avez quelque chose de un peu moins, je dis pas austère, mais quand même, hein, on ne démarre pas dans la rigolade, vraiment. Après, vous avez un premier film, Conte de Jules, pas un premier, c'est le deuxième long métrage de Guillaume Braque. C'est un film qui est fait avec des étudiants de théâtre, une école de théâtre, donc des comédiens qui ne sont pas connus évidemment, et c'est sous forme de 2 moyens-métrages de un peu plus d'une demi-heure chacun, qui se passent dans la région parisienne, cité universitaire, l'un avec une escapade dans un centre de loisirs avec une grande pièce d'eau, et l'autre carrément en ville, un appartement, autour d'histoires, de sentiments. Ça fait penser, pour ceux qui connaissent, à certains contes d'Éric Rohmer, un petit peu. C'est un cinéma absolument limpide, simple, et c'est un vrai plaisir des comédiens et du jeu, et c'est très drôle. En même temps, ils ont votre âge quasiment, je pense que vous vous y projetterez assez facilement. Là aussi, raconter l'histoire ne sert à rien, puisque l'intérêt du film, c'est justement la limpidité de cette chronique de jeunes gens, de leur histoire de sentiments. Et vous verrez, même c'est assez étonnant, le deuxième s'appelle Conte de juillet, ça se passe donc en juillet 2017, et ça se termine sur un événement qui est très au-delà et dont on a beaucoup parlé à l'époque, mais je ne le dis pas. Donc à la fin, le film s'élargit au-delà d'une chronique adolescente pour le situer dans l'histoire. Voilà, Conte de juillet, le film est court, hein, il dure 1h05, je crois. Après, vous avez Mala Junta, qui est un film chilien,
fait par une cinéaste d'origine indienne, Mapuche, et qui est un film qui parle effectivement, enfin c'est pas le seul sujet, mais c'est quand même l'enjeu un petit peu du film. Il parle du sort qui est fait aujourd'hui au Chili aux survivants des communautés indiennes Mapuche, qui bien entendu ont été colonisées au XIXe siècle. C'est la rencontre d'un gamin qui vient de la ville où disons, il était en semi-délinquance et dont sa mère dépassée l'envoie auprès de son père, ils sont séparés, qui vit, lui, au milieu des communautés Mapuche, dans une région donc plus reculée du Chili. Et il rencontre un copain à l'école qui lui, est un Indien Mapuche et qui est victime d'un certain nombre d'humiliations de la part de ses copains, qui sont liés peut-être à son physique, croit-on, mais aussi au fait qu'il est indien. Voilà. Donc ça parle là-dessus. Et c'est un récit d'apprentissage, et c'est vraiment un très beau film, histoire au fond, de découverte de la réalité par un adolescent. Donc, et en même temps une chronique sociale. Il y a une valeur documentaire du film sur les combats des Mapuches, le comportement de la police, tout ça a été évoqué dans le film d'une manière assez radicale et assez belle d'ailleurs. Voilà, Malajunta, un beau premier film, vraiment. Et après, vous avez un autre premier film, qui est un film italien, lui, qui s'appelle Après la guerre. Alors, quelle guerre? Après la guerre, en fait, c'est la guerre civile, enfin, c'était les mouvements des Brigades Rouges, les mouvements terroristes qu'il y a eu en Italie dans les années 70 et 80. Et après la guerre, donc, c'est le récit d'un réfugié de mouvements terroristes de l'extrême gauche italienne qui est en France avec sa fille, réfugié plus ou moins clandestin, et que l'Italie réclame pour qu'il soit jugé parce qu'il est impliqué dans un attentat qui vient d'être commis. Voilà, et donc le film se passe dans un va-et-vient entre l'Italie, où est son ex-épouse dont il est séparé, et qui est elle-même est fille d'un magistrat qui mène le travail judiciaire contre ces mouvements-là, et la France. Voilà, c'est un premier film très intéressant, hein, très intéressant. Là aussi, je pense que ces trois films vous accrocheront, quel que soit celui que vous choisirez. Le seul qui soit un peu ludique et compte de juillet. La réalisatrice, par contre, c'est un plus, sera là. Elle s'appelle Anna Rita Zambrano. Elle sera là, elle arrive le matin et elle repart juste après, en début d'après-midi. Donc on a vu le film à ce moment-là. Et il paraît qu'elle a beaucoup de choses à dire sur le sujet et tout ça. Donc ça peut être aussi très très intéressant pour vous. Alors, après, si vous avez le temps de manger un sandwich, je ne sais pas, hein, c'est vous qui voyez, à 14h15, ça continue. Ça continue avec trois films, là aussi. Alors, le premier, Mila. Mila, c'est un deuxième long métrage de Valérie Massadian, qui est une cinéaste qui poursuit un travail un peu dans la marge, très très intéressant. Très intéressant, comment dire, c'est la chronique là aussi d'un jeune couple, hein, un peu largué, un peu perdu. Lui, il travaille comme pêcheur en mer quand il peut, et elle n'a rien. Voilà, ils vivent dans une roulotte, dans une caravane, donc ils sont dans une situation sociale et culturelle défavorisée, comme on dit. Et le film est traité sans aucun misérabilisme, sans aucun pathos. Hein. On n'essaie pas de vous émouvoir sur ce qui leur arrive. D'ailleurs, c'est le flux de la vie qui est pris pendant 2 heures. Alors, si je dis ça, je sais que ça fait fuir certains spectateurs, mais en même temps, ceux qui s'intéressent au cinéma comme un regard sur la réalité, sur la vie, sur comment ça se passe, la vie, ce sont les gens, eh bien, allez voir Mila, c'est extrêmement émouvant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Mila? Peu de choses. Ils sont ensemble, le quotidien, les joies, l'amour, la pauvreté. Un jour, il meurt en mer, on ne le voit pas, il y a un accident de pêche. Elle est seule, mais elle est enceinte.
elle va garder son enfant, l'enfant naît, et puis elle trouve quelqu'un, etc. Voilà, ça pourrait donner un mélodrame tire-larme, c'est pas du tout traité comme ça, hein, c'est là aussi un regard très minimaliste, très simple sur ça. Voilà, donc c'est un film très ambitieux, ça fait partie de ces films dont on sait bien qu'ils n'auront pas 3 millions d'entrées à l'arrivée au box-office, hein, parce qu'il n'y a rien à vendre, si je peux dire. Mais il y a beaucoup à voir, à regarder et à ressentir, c'est beau film. En même temps, enfin à 14 heures, alors là c'est le deuxième ou troisième long métrage d'un cinéaste tunisien, qui a été d'ailleurs scénariste d'André Téchiné aussi, qui s'appelle L'amour des hommes, avec Afia Herzi. L'amour des hommes, c'est intéressant sur justement la condition féminine en Tunisie, mais au-delà, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve veuve, qui n'est pas lâchée par la famille de son mari, très présente, notamment le beau-père, et qui a une activité qui va poser des problèmes, parce qu'elle est photographe, et que sa passion, c'est de photographier des hommes. Et les photographier, évidemment, pas forcément habillés. Et il est évident que dans un pays où il y a ces tabous, ça pose des problèmes. Et le film est la chronique de ça. Donc c'est un film qui a une structure dramatique, hein, c'est du cinéma classique, mais le sujet est passionnant et le traitement évite beaucoup de facilités dans lesquelles on aurait pu tomber. C'est vraiment bien. Hein. Voilà, L'amour des hommes. Et Mehdi Benatia sera là pour en parler. Et troisième film, c'est amusant parce que Mobile Homes, comme Mila, raconte l'histoire d'une jeune femme et de son copain un petit peu largués pour des raisons différentes. Là, ça se passe au Canada. Eux, ils vivent dans un camping-car. Ils font des sales coups comme ça et puis ils partent. Et donc, Mobile Home, dont le Mobile Home, c'est l'habitat qui se déplace sur les routes, en fuyant aussi. Et c'est la tentative de cette jeune femme de se trouver à un moment un ancrage et de sortir de cette situation avec son gamin et son copain qui finira par revenir. Voilà. Donc c'est un film plus traditionnel dans le récit, même assez spectaculaire, du bon cinéma, vraiment du bon cinéma, plus près d'un cinéma de genre, mais remarquablement filmé. Et c'est pour ça que je le prends, parce qu'il a toute sa place dans cette programmation. Il a été présenté à Cannes aussi, un certain regard. L'auteur, Vladimir de Fontenay, a des qualités d'écriture, de mise en scène assez formidables. Voilà, je suis assez conscient de la difficulté de l'exercice qu'on me demande de vous parler en solo, en one-man show, de films que vous n'avez pas vus, de vous dire un peu à quoi ils ressemblent et quel intérêt ils peuvent avoir. Moi, je suis prêt à faire une pause et à demander à ceux et celles qui auraient tendance à décrocher, ce que je peux comprendre, de poser éventuellement quelques questions, soit sur ce dont on a parlé, soit sur autre chose. Ça va encore? Ça va. Est-ce que, alors, non, parce que je vous vois, je comprends. Hein. C'est beaucoup d'infos. Beaucoup en même temps, vous devez. Ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui comptent rester le jeudi soir après les 3 premières séances, si vous avez des questions à poser sur certains des films qui sont proposés, vous pouvez les poser. Puis sinon, après, on va passer au vendredi matin. Oui, Émilie, vas-y. Ça parle de quoi, Les garçons sauvages? Alors, c'est le seul que, personnellement, je n'ai pas pu voir encore, parce que... Mais mon équipe l'a vu à Paris. Hein, et il paraît que c'est absolument formidable. Oui, du pitch du film, ce sont des jeunes gens qui ont commis des actes extrêmement violents, voire criminels, je crois, et qui sont envoyés sur une sorte de bateau pénitentiaire. Donc, c'est pas un récit réaliste, c'est une espèce de conte. Et sur ce bateau pénitentiaire, ils vont être amenés plus ou moins à entrer en conflit, à s'entretuer. Voilà le sujet, qui rappelle d'ailleurs un peu Sa Majesté les Mouches, le film de Peter Brook, qui a une certaine célébrité dans l'histoire du cinéma. Et d'autres films, il y avait un film avec Kitano aussi, un film japonais qui prenait un peu ce type de sujet. Lucie, qui l'a vu, a été absolument scotchée par l'écriture du film, par son originalité. Ne vous attendez pas à du cinéma classique, quoi, hein. Vous voyez, le thème est lui-même peu banal,
Et en même temps, je pense que le travail d'écriture est fondamental dans son intérêt. Voilà, c'est un premier long métrage, il avait fait des cours, mais Bertrand Mandico, les garçons sauvages. Voilà ce que je peux vous en dire. Alors, Thelma, oui, c'est le nouveau film d'un cinéaste norvégien qu'on avait remarqué notamment pour une adaptation du Feu follet, assez libre, de Durer La Rochelle, il y a quelques années, Oslo, 31 août, je crois. Là, c'est son troisième long métrage. C'est un film de genre, un peu. C'est un film de genre, mais très, très cinéma d'auteur en même temps. Film de genre, c'est-à-dire une fille qui a des pouvoirs exceptionnels et assez redoutables, en catalepsie, on compte. Et en même temps, elle est dans une famille dont les parents sont extrêmement religieux, dont elle est totalement verrouillée par non seulement la culture familiale, le père est pasteur, et après on comprend tout ça. Hein. Mais au fil du film, donc, se mêle à la fois une approche quand même de la présence très contraignante d'une religion très rigoriste, mais aussi un scénario de pur cinéma de genre, hein, à la limite du film d'horreur, quoi. Donc je pense que ça ne vous déplaira pas, bien que les amateurs de films d'horreur purs et durs et simples ne se trouvent peut-être pas tout à fait leur compte dans Thelma, qui est quand même un peu plus compliqué que ça. Voilà, moi je n'ai rien à vous recommander puisque je les ai tous sélectionnés. Je signale quand même, avec la venue des réalisateurs, le très très beau film de Mahamat Saleh Haroun, Une saison en France, avec Sandrine Bonner, qui raconte l'histoire de deux émigrés de Centrafrique qui étaient profs dans leur pays, qui sont réfugiés en France et sans papier. Mais ce n'est pas tellement un film sur les sans-papiers, mais sur l'exil, hein, l'exil et l'insécurité. Et c'est un film extrêmement émouvant et très, très juste, et je crois qu'il faudra voir de toute façon, tôt ou tard. Hein. C'est pour moi un des films marquants du festival, Une saison en France. Voilà, sinon, Seul la Terre, c'est un très beau film aussi. Mais je ne vais pas vous le dire de tous. Hein. C'est un premier film, là aussi. Histoire, là aussi, de jeunes gens, d'ados, autour de l'homosexualité masculine, mais l'évocation également du monde paysan en Angleterre. El Presidente, c'est un film plus politique sur un sommet des chefs d'État dans la Cordillère des Andes, un film argentin de Santiago Mitre, avec la star du cinéma argentin. Voilà. Après, écoutez, le plus simple, suivez votre instinct, et si vous allez au cinéma le soir, quoi que vous alliez voir, ça vaut la peine. Mais je vous conseille quand même de rencontrer Mahamat Saleh Haroun, parlant d'une saison en France, parce que c'est ce cinéaste important. D'ailleurs, un de ses films avait été à l'ICI au cinéma il y a quelques années. Ouais. Son deuxième film. Voilà, alors on arrive au vendredi. Alors, au vendredi, on commence par un documentaire encore, très différent de Sans adieu, de quelqu'un qui est connu pour d'autres activités, d'abord écrivain, homme de théâtre et cinéaste, mais qui n'avait pas fait de documentaire à ma connaissance jusque-là. C'est Eugène Green qui revient ici pour je ne sais plus combien de fois déjà. C'est un... comment dire? Bon, si je dis un documentaire. Eugène Green prend sa caméra, le micro, et il va au Pays Basque, parce qu'il a eu le choc de la culture et de la langue basque. Et en 2 heures, hein, il donne la parole à des Basques de diverses générations, notamment des jeunes générations, qui parlent en basque, bon c'est sous-titré, qui parlent de leur vie, des problèmes, de la culture. Ils se promènent dans le pays, parce qu'ils ne parlent pas en lieu clos, ils parlent dans des lieux ouverts, ils filment des paysages, ils filment la beauté du pays, et aussi ils chantent. Il y a des groupes musicaux, voilà, et ça prend le temps de nous montrer, de nous donner à partager tout ça. C'est un film un petit peu offrande, différent des fictions de Eugène Green,
que nous aimons beaucoup, mais qui sont un peu déroutantes pour le grand public, disons. La conception du jeu des comédiens, là non, rien à voir avec ça. Il y a une espèce de limpidité de regard, c'est un beau film. Voilà, donc si ça vous intéresse. En plus, au-delà de la culture basque, c'est un film qui intéresse tous ceux qui s'intéressent justement au maintien en vie des cultures locales, que ce soit occitane ou autre. Hein. C'est pas un film militant pour la cause basque, même s'il peut jouer ce rôle-là, pareil, sur le plan culturel en tout cas. Après, alors là, vous avez un film superbe, un premier film américain d'une Cathy dit au revoir, hein, Cathy Says Goodbye. C'est la chronique d'une jeune femme qui travaille dans, vous savez, ces cafétérias sinistres dans les villes perdues, des trous perdus du Texas, comme dans Paris, Texas, de Wenders, et qui vit avec une mère un peu déglinguée, disons, qu'elle a vraiment à charge et assez irresponsable. Alors là aussi, un peu comme Mila, mais c'est très différent hein, comme sensibilité. Il n'y a pas... C'est des histoires tristes. Ce n'est pas traité au tragique, c'est pas traité au pathos, hein, c'est pas traité à la commisération. Là aussi, ce mot me revient souvent pour beaucoup de films, un regard limpide sur une très belle jeune femme qui traverse les épreuves quoi, et qui va quand même résister au bout. Voilà, je pense qu'il vous touchera beaucoup. Hein, c'est un très beau film. La comédienne, d'ailleurs, je n'ai pas encore mémorisé son nom, a été repérée par Spielberg pour son prochain film. Ce qui n'est pas une coïncidence, parce que Spielberg a le flair. Mais là, elle est extraordinaire. Alors, à 9h30, on l'a mis un peu plus tard, parce que le film est court. Hein, il fait 65 minutes. C'est un des 3 films qu'on a où joue, c'est le mot, Isabelle Huppert, La caméra de Claire, d'un cinéaste sud-coréen, Hong Sang-soo, qui fait un film par an à peu près depuis 20 ans, toujours sur les mêmes schémas minimalistes, presque avec rien. Donc là, c'est La caméra de Claire, c'est une petite histoire qui se passe pendant le festival de Cannes, où Isabelle Huppert, qui est prof de musique, je crois qu'il se retrouve là-bas, on ne sait pas trop pourquoi, voilà, et elle filme les gens. Et donc, il y a plusieurs histoires qui s'entrecroisent, sans avoir rien à prouver, sans suspense, rien que le plaisir d'observation du jeu. Simple, heureusement d'ailleurs. La caméra de Claire, et un autre, c'est Les Destinées d'Asher. Oui, là, c'est un film israélien, premier en métrage, je crois, là aussi, sur un jeune homme que son père veut employer dans son métier du bâtiment, et qui n'était pas très bon scolaire, à l'école, etc. Et en même temps, ce garçon est très fasciné par son prof de lettres et de littérature. Et donc il y a une tension qui se crée entre le père et le fils, et voilà, et c'est la recherche au fond d'une identité et de ce qu'il va faire de sa vie, quoi. C'est très, très simple, c'est un joli, très, très beau premier film aussi, Les Destinées d'Asher, qui était sélectionné d'ailleurs par ACID, le cinéma indépendant, à Cannes cette année. Alors, à 11h45, on va retrouver de la limpidité, là, oui, la nuit où j'ai nagé, dans le film, dans le titre, hein, La nuit où j'ai nagé. C'est le nouveau film de Damien Manivelle, réalisé cette fois avec un Japonais. Il est parti au Japon. Vous avez vu l'an dernier le parc, certains? Vous vous rappelez le parc? Il y en a qui se marrent. Ça vous a surpris? Est-ce que ça vous avait intéressé au-delà de la surprise? Vous avez trouvé... Voilà. Damien Manivelle, il poursuit ce travail-là. Simplement, ce n'est plus en France dans son environnement. Il est parti au Japon, il avait envie de filmer dans la neige. Dans la neige, un village. Enfin, alors, le sujet du film, c'est un père qui est pêcheur, qui travaille dans l'industrie de la pêche, qui part très tôt le matin de sa petite maison dans la campagne pour aller à la ville, à l'usine où on va débiter le poisson. Et il part très tôt et ça réveille son fils,
le gamin qui doit avoir 6 ans par là. Donc il a une petite insomnie, il se réveille, il se lève, il traîne dans la maison un peu le matin, on le regarde faire. Et puis il prend son petit déjeuner tout seul comme un grand, et puis il part à l'école. Il s'arnache, il sort dans la neige. Et puis au lieu d'aller à l'école, on comprend qu'il va faire l'école buissonnière et qu'il va essayer de retrouver son papa. Et le film, donc, pendant sa durée, c'est ça. C'est pas un road movie, c'est à pied, là. Et c'est à travers les champs, les routes, la ville, le gamin qui marche et qui a des tas de mini-aventures, mais il n'y a pas des péripéties. Il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. C'est un film de pur regard sur comment fonctionne un gamin. À partir du moment où on n'attend pas autre chose d'un film pour se raccrocher à un centre d'intérêt, où on se contente, ce qui n'est pas si facile que ça, de regarder ce que le cinéaste a regardé vraiment. Je connais peu de films qui aient cette intensité de regard. Voilà. Alors après, deux réactions là, où l'hilarité me montrait ça, moi, j'ai la faute de ça, hein. Il raconte rien. Mais si, il raconte la vie. Et on a rarement vu un gamin filmé comme ça, avec cette existence. Et bien qu'il n'y ait pas d'événements ou des micro-événements, il perd un gant, il glisse, à un moment il est au bord de l'eau, on se demande s'il ne va pas tomber dans l'eau. Voilà. Voilà dont la nuit où j'ai nagé, et en même temps, il a son imaginaire qui passe. Le film est japonais, il n'y a pas une parole, donc on peut le voir dans n'importe quel pays, à condition justement d'être prêt à cette expérience de cinéma qui n'a rien de douloureux, qui est simplement une expérience assez exceptionnelle. Moi je trouve que Damien Manivelle, je ne sais pas ce qu'il donnera par la suite, mais il approfondit une démarche de création, voilà, qui n'a pas l'ambition de fédérer des millions de personnes non plus, ça c'est évident, mais qui, je pense, va susciter petit à petit un vrai public, des gens qui suivront avec intérêt son travail. Après, vous avez, alors en même moment, là, pour moi c'est peut-être le plus grand film du festival, c'est le nouveau film d'Emmanuel Finkiel, qui est l'adaptation de La douleur de Marguerite Duras, que vous n'avez peut-être pas lu encore, hein, mais qui est un livre assez marquant, qui a marqué beaucoup de monde, qui est au fond la chronique, publiée après coup, écrite à chaud pendant la guerre, on n'en sait rien, de la déportation de son mari écrivain Antelme, voilà, et Marguerite Duras, donc la douleur avec ses amies résistantes, de la séparation, de l'incertitude, pour savoir ce qu'il est devenu. Bon, je ne raconte pas le film parce que c'est... Et en même temps, peut-être plus encore que dans le livre de Duras, Finkiel réintroduit ce qu'il travaillait dans son premier film qui était Voyage, c'est le souvenir de la Shoah. Voilà. J'avoue que j'ai du mal à en parler parce que... Je vais parler en tant que... Alors après, vous avez encore un documentaire. Celui-là, il est d'ici. C'est Le Foyer. Le Foyer, donc vous avez suivi Tamara Air plus ou moins, hein, dans sa résidence d'artiste au Grand Garros. Et vous savez, donc je ne vous en dis pas plus, que c'est greffé là-dessus ce projet qui n'était pas au départ dans le programme, hein, de réaliser pour la télévision, mais enfin, ce sera du cinéma, de réaliser ce documentaire sur ce foyer qui va disparaître au Garros. Voilà, et donc elle a fait ce film, et là on aura la primeur de sa présentation. Alors c'est un peu une exception pour nous, je vous dis que c'est des films qui vont sortir en salle, il n'est pas certain que le foyer sera d'abord vu à la télévision, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un jour une sortie au moins ponctuelle dans certaines salles. Voilà. Et l'autre film, il est fort aussi. C'est vrai que là ces 4 films au même moment, j'avoue que c'est une épreuve, hein, de choisir. Frost. Alors Frost, c'est le nouveau film, un cinéaste qui a déjà pas mal de films derrière lui depuis une vingtaine d'années. Il est lituanien, il a vécu un peu en France aussi. C'est Šarūnas Bartas. Et c'est la chronique, là aussi, de 2 jeunes gens encore, 2 jeunes gens dont de Lituanie, qui acceptent
d'être bénévole pour conduire un camion avec une cargaison humanitaire sur le front de ce qui est quand même une guerre de l'Ukraine et de la Russie, quoi. Et donc c'est le récit de ce parcours, là aussi sans effet dramatique, avec un détachement apparent par rapport à tout ce qui sort de l'ordinaire dans ce quotidien-là. Et c'est un très très beau film, vraiment. Vous allez voir, ça commence de façon très neutre, très douce, et puis ça finit dans le chaos et l'absurdité de cette situation d'une guerre qui ne dit pas son nom, qui en est une quand même. Voilà, Frost, voilà, c'est donc Damien Manivelle, Emmanuel Finkiel, Tamara Erd et Shaunas Bartas. Un beau carré d'as, là. 14h15, alors là, vous avez le choix. Enfin, on a mis d'abord, pour une projection, parce qu'il sort début décembre, je crois, un film qui dure quasiment 3 heures. Le réalisateur ne peut pas venir, mais il y a, comme c'est une création collective, il y a une comédienne qui a aussi participé à l'écriture, qui sera là, Thiago Espagne. L'usine de rien, c'est un premier long métrage de Joaquim Pinto, c'est un portugais, sur une usine dont les ouvriers découvrent que le patron a emporté pendant la nuit tout le matériel, et c'est l'histoire de leur combat pour essayer de la garder vivante. Mais l'originalité du film, c'est pas tellement ce thème-là qui a déjà été traité par d'autres, c'est comment il navigue justement totalement, alors lui, entre le documentaire, la fiction, et même dans la fiction des genres, puisqu'il y a même une partie qui est quasiment en comédie musicale. Donc il y a une liberté, tu n'as pas vu l'occasion de voir encore. Non. Il y a une liberté de construction du récit, je pense, c'est une découverte à faire, quoi, pour vous. Si vous ne le voyez pas là, vous le verrez peut-être quand il sortira en salle. Voilà, mais sa durée, effectivement, on risque parfois de décourager certains spectateurs, comme si notre temps si précieux, on le perdait devant des films. Il y a beaucoup de films trop longs. C'est vrai que s'il était plus court, ils ne perdraient rien, et nous non plus. Mais il y a beaucoup de films qui ont la longueur qu'il faut. On en a qui sont courts, là, et c'est leur bonne durée. Aung San Suu, Damien Manivelle, tout ça. Et puis il y en a qui sont longs, et c'est leur bonne durée aussi. C'est le cas de l'usine de rien. Alors, en même temps, nous avons Salle 2, un événement dont j'espère qu'il se réalisera totalement. On n'est pas superstitieux, ça ne prouve pas que ça. C'est l'événement. Portera un mauvais sort. Pour annoncer l'événement Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud, alors c'est vrai que si on parle de Jean-Pierre Léaud à beaucoup d'entre vous, peut-être pas, je vous passe l'insulte, non, je ne sais jamais. Hein. Jean-Pierre Léaud. Vous l'avez tous vu dans au moins un film. Un film de lui. Il a aujourd'hui 72 ans, hein, donc c'est un film où il était très jeune d'ailleurs. Oui, sur lequel on a fait un exercice de scénario l'an dernier. Qui est un des films marquants de l'histoire du cinéma français, je dirais de la nouvelle vague même. Ah oui, Les 400 coups. Ah oui, Antoine Douanel, Antoine ça Douanel. dit quelque chose. Voilà, alors pour la 20e édition du festival, on s'est dit quand même, si on, en plus il apparaît dans deux, il joue dans deux des films qu'on a, et dont un n'est pas le moindre d'ailleurs, Jean-Pierre Léaud. C'est peut-être l'occasion ou jamais de mettre un hommage à, disons, une icône d'un esprit du cinéma, disons, qui est celui de la nouvelle vague, hein, qui continue à irriguer, y compris dans ceux qui s'y opposent d'ailleurs, la création aujourd'hui. Hein. Ça a été déterminant dans l'histoire du cinéma français et mondial, le rôle de la nouvelle vague. Et donc Jean-Pierre Léaud est un peu l'emblème de ça, puisqu'il a joué avec Truffaut, Godard, Skolimowski, Kaurismäki, enfin bon, je ne les cite pas. Alors, donc, il va venir, en principe, il a très envie de venir. Le problème, c'est que il est absolument imprévisible comme comédien, il est d'ailleurs unique comme comédien, et imprévisible également dans ce qu'il va faire, parce que si au dernier moment, il ne le sent plus, mais il ne viendra pas, voilà. Mais on a assuré quand même, on a assuré un petit peu
la démarche. C'est un cinéaste, ancien critique, qui a tourné avec lui 2 films et qui a réalisé un film portrait de lui, que l'on connaît bien, Serge Le Perron, qui nous sert d'intermédiaire, et il va venir aussi. Hein. Donc on aura au moins Serge Le Perron, qui connaît bien Léo, mais je pense qu'il y a de fortes chances, de forts espoirs que Jean-Pierre Léaud soit là. Alors en plus, il ne faut pas s'attendre à... C'est un personnage qui ne va pas mener des débats, sauf s'il le sent au moment-là. Il va être là. Il dira certaines choses, mais il va rencontrer en particulier, c'est assez drôle, parce qu'on a un autre hommage qui est au critique Jean Douché, que certains connaissent peut-être encore aujourd'hui, et qui a beaucoup travaillé avec l'option cinéma dans le passé d'ailleurs. Jean Douché était figurant, acteur, au tout petit rôle dans Les 400 coups. Il jouait le rôle de l'amant de la mère d'Antoine Louanel, qui rencontrait donc sa mère place Clichy, sous le regard de Jean-Pierre Léaud. Il y a une scène dans Les 400 coups où le jeune Jean Douché, affublé de moustache postiche, est dans le même plan que Jean-Pierre Léaud. Voilà, et Jean Douché sera là et s'amuse beaucoup, Léo, qui le connaît bien sûr depuis, de le rencontrer. Ça peut être formidable hein, comme moment, comme ça peut ne pas se passer. Voilà. Mais il y aura le portrait qui est remarquable. Hein, le film il dure une petite heure, le portrait Léo l'unique. C'est à la fois un portrait de l'acteur, mais c'est aussi un raccourci historique, et d'un point de vue de cinéaste, quand même, de l'histoire du cinéma. Après, donc, il y aura Le Lion est mort ce soir, qui est le nouveau film où joue Jean-Pierre Léaud, qui est réalisé par un japonais, dont on a déjà passé 2 films au festival d'ailleurs, Nobuhiro Suwa, qui travaille aussi beaucoup avec les enfants d'ailleurs dans des ateliers, qui est un cinéaste très singulier, qui a fait beaucoup de films sur le couple jusque-là d'ailleurs, sur les séparations, mais aussi avec les enfants. Suwa ne sera pas là, il est au Japon en ce moment, mais il est venu tourner, le film est tourné en France, il est tourné à La Ciotat, le lieu où est né le cinéma, dans la rencontre de Léo, de La Ciotat, de Fantôme d'un amour, et d'une bande de gamins armés d'une caméra qui jouent à tourner un film d'horreur. Voilà, et le mélange de tout ça donne Le Lion est mort ce soir, qui est le titre d'une chanson d'Henri Salvador qu'on entend dans le film, mais Jean-Pierre Léaud, en latin, Léo, ça s'écrit pas pareil, c'est le lion aussi. Donc c'est un peu un film testamentaire aussi d'un comédien. À ce sujet, je voulais dire une chose, quand on fait le programme, on n'a pas de fil conducteur, et après coup, on se dit, il y a ce festival, il y a un fil conducteur là, alors pas pour tous les films, mais une bonne moitié des films sont passionnants du point de vue de la découverte du métier de comédien. Vous allez avoir une diversité de comédiens célèbres ou pas, ou débutants, de styles de jeu, de rapport au réalisme, au naturalisme, à l'abstraction, au non-jeu. C'est absolument passionnant. Et là, rencontrer Jean-Pierre Léaud, c'est rencontrer un comédien totalement limite, effectivement. Il joue comme personne, et d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui, comme comédien, fait l'unanimité. C'est sûr que d'autres sont beaucoup plus fédérateurs que lui. On a du temps, parce que moi, je parle, mais... Non, on a le temps, Donc voilà, alors là il y a 2 films, il y a Le Lion est mort ce soir, et après il y a M. C'est pas M le maudit, c'est M. C'est le premier long métrage de la comédienne que vous connaissez, je pense Sarah Forestier, ça vous dit quelque chose? Dans une jeune comédienne qui a un sacré peps, hein, Sarah Forestier, donc là elle réalise et elle joue. Elle joue le rôle d'une jeune femme forcément, puisque c'est elle, qui est totalement mutique, elle ne parle pas, et elle est renfermée. Elle vit avec un vieux père qui est cuisinier, Jean-Pierre Léaud, c'est assez particulier aussi, et donc elle ne parle pas parce qu'elle est bègue. Et donc elle a un blocage, une inhibition complète. Et elle tombe amoureuse d'un garçon un peu du quart-monde, assez brut de décoffrage, mais très protecteur. Et c'est l'histoire de leur relation. Et lui, on va découvrir au fil du film qu'il a un autre handicap sérieux, c'est qu'il est analphabète.
Voilà. Et à partir de cette situation, donc, c'est beaucoup fait sur les comédiens, c'est l'histoire de leur relation entre la bègue et l'analphabète. Voilà. C'est pas pathétique, c'est pas une comédie, mais ça a une certaine énergie, quoi. Voilà. Donc. Monsieur Carpure. Oui. Une question. Oui. Carpure, ça parle de quoi? Pardon. Carpure. À 14h30, vendredi. Ah oui, j'en ai sauté un, c'est vrai, il y en a d'autres. Soleil battant et cœur pur. Il y a Soleil battant et Cœur pur. C'est ça. Alors on commence par Cœur pur, c'est un film italien, premier film. Très beau film qui était montré dans une section à Cannes, je ne me rappelle plus, je crois que c'était la semaine de la critique. Non, peu importe, la quinzaine, je crois. C'est un premier film qui raconte là aussi une histoire. Il y a beaucoup d'histoires de rencontres entre les jeunes gens. Hein. Elle vit avec sa mère, une vie très saine, modeste. Sa mère est très pratiquante et elle a, disons, la religion, si je peux dire, de la virginité avant le mariage. Voilà. Et cette jeune fille va rencontrer un vigile dans un supermarché, alors qu'elle a commis un petit larcin. Elle va rencontrer un vigile qui est d'origine rome et qui est en liaison avec une communauté rome très marginalisée dans la ville. Voilà. Et c'est dans l'histoire de leur relation. C'est vraiment très très bien, parce que c'est pas un film à thèse, hein, il n'a rien à démontrer, mais là aussi il travaille le vivant, ses contradictions, et comment le vivant c'est aussi du mouvement, c'est-à-dire de la transformation déjà à travers la relation et ce qu'ils comprennent de ce qu'ils rencontrent, bien sûr. Très, très bien, Cœur pur. Et Soleil battant, c'est un autre premier film. Là, c'est deux jumelles, filles d'un cinéaste d'ailleurs des années 70-80, Jérôme Lapérousaz. Là, c'est Clara et Laura qui font un film nourri d'autofiction, là aussi, sur l'histoire de deux sœurs, dont l'une a deux gamines jumelles, voilà. Et ça se passe au Portugal. C'est une très très belle lumière, et c'est l'histoire, là aussi, des relations familiales, des drames et de tout ce qui se noue autour de ça. Premier long métrage. Oui. Le Lion est mort ce soir repasse après le dimanche à 17h15. C'est pour ceux qui n'auraient pas vu Madame Hyde. Alors il y a des films qui ne sont pas là dans la première semaine, dans la première partie du festival, des 2 premiers jours, pour raison de disponibilité des cinéastes. Serge Boson arrive des États-Unis, mais je vous recommande Madame Hyde de Serge Boson, avec Isabelle Huppert, Romain Duris, qui sera peut-être là, mais on n'a pas la confirmation, et José Garcia qui sera là. Voilà, qui est une très très libre adaptation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous connaissez l'histoire de Stevenson, hein. Voilà. Et Huppert joue le rôle d'une prof. Tu peux leur expliquer un peu Madame Hyde, parce qu'il y a une question. Oui, vous connaissez le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bon. Donc Madame Hyde, elle s'appelle Madame Hyde d'ailleurs. C'est Isabelle Huppert, et dans le 93, elle est prof dans un collège extrêmement difficile, enfin c'est presque un pléonasme, hein, mais elle est prof de maths, et elle a affaire à des élèves, disons, assez difficiles à gérer, et elle poursuit c'est pas son calvaire, mais sa mission, son sacerdoce d'enseignante, avec une obstination absolument touchante. Et alors, on la voit comme comédienne absolument laminée par le quotidien, Huppert délavé. Et il y a un moment dans le film, où, après toute cette première partie, il y a un jeune proviseur principal de collège que joue Romain Duris, assez cadre double genre, très, très macronien, là, il est très bien. Et puis elle est mariée à José Garcia, voilà. Et qui est très sympathique dans le film. Et puis à un moment du film, il y a un phénomène surnaturel qui fait qu'elle va acquérir un pouvoir. Alors là, il s'éloigne à la lettre de Dr. Jekyll. C'est pas la potion magique qui va libérer tout le refoulé et qui va te transformer en monstre. C'est tout à fait différent, mais elle a des pouvoirs. Notamment, elle a un pouvoir de démultiplier l'énergie autour d'elle, à tel point qu'il y en a même qui prennent feu.
vous en dire plus. C'est pas de la rigolade non plus, parce que on pourrait croire que le film joue amusant là-dessus, sur ça. Et en fait, c'est Serge Boson, si vous avez vu ses films précédents, sûrement pas d'ailleurs. Il avait fait des films déjà très passionnants, dont on en récupère. Il ne s'installe jamais sur un registre de cinéma. Ça navigue, ça court parfois simultanément sur plusieurs registres, du documentaire presque, au conte le plus irréel, quoi. En passant par un registre très sarcastique et très drôle, ça va très vite. Voilà, c'est un film qui va, je pense, surprendre, et où Huppert est fabuleuse. Elle a eu d'ailleurs le prix au Festival de Locarno, je crois. Enfin, elle n'est pas un prix près. Hein. Voilà pour Madame Hyde, mais qui passera aussi seulement dans la deuxième partie. Mais moi, je vous recommande quand même le documentaire, le portrait de Jean Douché. Il sera là, fait par 3 jeunes étudiants de cinéma, anciens élèves qu'il avait rencontrés en option cinéma d'ailleurs, qui s'appelle Jean Douché, l'enfant agité, qui n'est pas à proprement parler un film, comment dire, d'auteur, mais qui est un portrait très intelligemment fait, assez ludique, drôle, pas du tout pédagogique, et avec des histoires, quoi. Des histoires où on voit Douché parler, bien sûr, mais aussi on parle de lui, notamment des cinéastes comme Noémie Gzowski, Arnaud Desplechin, Xavier Beauvois et beaucoup d'autres. Que vous recommandez qui arrive seulement à la fin. Bon. Des questions sur les films du Après, week-end. vous verrez, il y a Diane à les épaules qui a un seul passage également le dimanche, avec son auteur. Et puis la clôture des Gardiennes, en longue clôture, avec il y aura Xavier Beauvois, la directrice de la photo Caroline Champetier qui vient, l'actrice principale Iris Brice, à la clôture à 19h30, Les Gardiennes, voilà, qui est un nouveau film de Beauvois, qui est une chronique du monde paysan, au moment de la guerre de 14, quand les hommes sont au front et qu'on ne les voit plus que lors des permissions, quand ils reviennent. Et c'est les femmes qui restent à la ferme. Et il y a Nathalie Baye, il y a Laura Smet et Iris Brice. C'est un film magnifique. Hein. C'est un film de la guerre. C'est un film sur la guerre. Et au-delà de la guerre de 14, toutes les guerres. Quoi. Comment la guerre transforme le quotidien des gens, y compris quand ils ne sont pas au front. Et, voilà. Oui. Luna. Luna, attends que je retrouve mes esprits, j'avais des notes, tu vois, je ne les ai même pas regardées, mais Luna, oui, c'est un premier film, là aussi, encore une histoire de jeunes gens qui se rencontrent. Les jeunes femmes et les jeunes gens qui font un premier film, souvent ils font un peu d'autofiction, je crois. Ils racontent quelque chose qui est très important pour eux à raconter, puisque c'est un peu de leur expérience et de leur vie, par ce qu'ils connaissent. Quoi. Luna, c'est ça, c'est là aussi l'histoire d'amour entre un garçon et une fille, très contrastés, très différents les uns des autres, dans le sud de la France. C'est tourné dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon, voilà, produit par Robert Guédiguian et Agathe Film. C'est un film simple, hein, je ne veux pas dire que c'est un grand film, mais c'est un film qui est juste, quoi. Qui est juste et où comment dire, ses ambitions sont adaptées à ce qu'elle a envie de faire, et elle le fait très bien, je trouve. Je pense que ça vous plaira, Luna. Il y a des films qui vont à vous facilement, parce qu'ils vous parlent de ce que vous connaissez déjà, et il y a beaucoup de films qui vont présenter des obstacles, parce que d'abord, ils apportent une complexité dans la saisie du réel, de l'histoire et des réalités humaines, de ce que nous sommes, qui interpelle, hein, et qui peut créer des réactions diverses, quoi. Et puis aussi parce que comme forme de cinéma, ce sont des films qui ne sont pas le tout venant de ce qu'on voit d'habitude, mais vous êtes justement en option cinéma et vous êtes, je pense, bien rodé à cette diversité-là. Vous n'êtes pas des consommateurs simplement de produits de divertissement, n'est-ce pas ?